Donc ce soir, on accueille donc Pierre Caminade, qui est auteur du dossier Comores Mayotte, une histoire néocoloniale, qui se trouve également sur les tables de presse derrière. Donc qui nous détaillera la politique en œuvre actuellement aux Comores concernant l'immigration. On accueille aussi Jo Briand, donc du Centre Interpeuple, qui a écrit un ouvrage qui s'appelle Mes luttes, nos luttes, qui est sur les deux tables de presse derrière. Voilà. Et Jo Briand, lui, il expliquera un peu le contexte plus large de la politique d'immigration menée par la France, et notamment comment les frontières de la France sont rejetées aux barrières de l'Europe, au Maghreb. Voilà. Et avant tout ça, donc ils parleront tous les deux un petit temps, on se gardera un temps de questions pour la fin, et avant tout ça, on va vous projeter un petit extrait du film Un aller simple pour Maoré. Bonsoir, merci de m'accueillir, merci d'être venus très nombreux. Donc la partie de la conférence que j'aborderai moi concerne un cas très particulier sur les expulsions des sans-papiers français, qui sont celles commises sur le territoire de Mayotte uniquement. Alors, c'est à la fois un cas très particulier sur un territoire d'outre-mer qui est à des milliers et des milliers de kilomètres d'ici, mais en même temps il est prédominant puisque les expulsions de Mayotte à elles seules concernent plus de la moitié des expulsions des objectifs chiffrés de Brice-Hortefeux. Ça paraît assez incroyable, hein. Je pense que les bidochons qui adhèrent aux objectifs chiffrés d'expulsion de Sarkozy imaginent qu'il est en train de vider les banlieues, passez-moi l'expression, des Noirs et des Arabes. Eh bien, la moitié de ces objectifs chiffrés sont des expulsions internes à l'archipel des Comores, donc sur le territoire de Mayotte. Je crois que d'ailleurs, ça concerne 13 000 expulsions par an, Mayotte. Je crois qu'il y en a quelques milliers accomplis en Guyane aussi. Enfin, bref, si on faisait le tour des expulsions en outre-mer, les objectifs chiffrés de Nicolas Sarkozy feraient déjà un petit peu moins viril sur sa carte de visite, ou celle de Brice-Hortefeux. Alors, voilà, c'est une importance numérique, Mayotte, on ne le sait pas assez, hein, la moitié de ces expulsions, et on va voir que c'est un cas extrêmement particulier, puisque le statut de ces expulsions n'est pas un statut légal d'expulsion d'étrangers d'un territoire. Donc je partirai de ce qu'on vient de voir. Donc c'est la bande-annonce, puis un extrait d'une minute 38 d'un film qui va sortir en février. Je crois qu'on n'a pas encore la date sur Grenoble précisément, mais il sera dans un cinéma du réseau Utopia à Grenoble, où l'on voit bien au départ une embarcation interpellée par la police de l'air et des frontières. Ces embarcations de fortune, ce sont ce qu'on appelle là-bas des kwassa-kwassa, qui veut dire en gros ça tangue, enfin ça bouge. Parce que donc Mayotte est l'une des 4 îles de l'archipel des Comores, et il y a, depuis l'île la plus proche, en Jouan, il y a environ 70 km de canal à traverser, et ils sont traversés par des embarcations de fortune qui, souvent, hélas, depuis que ces traversées se font clandestinement, c'est-à-dire depuis 1995, je reviendrai sur les raisons de cette date, qui souvent, hélas, chavirent. On a du mal à faire la recension précise de ces drames, mais donc depuis 1995, en 13 ans, on évalue à peu près à 7000 le nombre de morts dans l'archipel des Comores par kwassa-kwassa. Donc, ça concerne des embarcations qui tentent de se rendre sur un territoire théoriquement français, en tout cas pour la France, il est français, et 7000 morts depuis 1995 à cause d'une loi décidée par M. Pasqua et Édouard Balladur, et vous voyez ce qu'on vous en dit. Une fois accidentellement, en août 2008, il me semble qu'on en a parlé aux informations, on dit un kwassa-kwassa a chaviré, on nous en parlait comme si c'était la première fois que ça se passait, alors que, comme je vous le dis, alors un kwassa-kwassa embarquait à peu près une vingtaine de personnes, 7000 morts en 13 ans, vous imaginez combien il y en a qui ont chaviré. On nous en a parlé d'un seul en 13 ans, à ma connaissance, dans les médias. Et pour ceux qui réussissent la traversée,
la traque commence. Donc déjà, il y a ceux qui sont interpellés, comme on a vu, vous avez vu ces images de nuit sur l'eau, qui sont interpellés par la police de l'air et des frontières. Et s'ils arrivent à commettre la traversée avec succès, ils auront le privilège d'être encore traqués sur l'île de Mayotte et d'occuper donc des emplois de fortune. Alors ça peut être travailler pour des particuliers, faire des ménages, des choses comme ça. Ça peut être travailler dans l'agriculture, hein, beaucoup, des emplois que les Mahorais dédaignent largement. Ça peut être d'autres emplois. Là, on a vu l'une des personnes qui parlait, ne parlait pas de ça, mais dit par ailleurs que c'est un ambulancier qui embauche des Comoriens des autres îles, donc des clandestins, qui les embauchent clandestinement pour garder ses ébus, donc des espèces de vaches. Il en a 3 ou 4. S'il les payait normalement, s'il avait des employés réguliers, s'il employait des Mahorais, et son salaire ne suffirait pas évidemment pour payer ses employés. Donc voilà un exemple. Il est très vivant ce documentaire, on a pas mal d'exemples très parlants. L'atelier qu'on a vu de fabrication de sculptures sur bois, comme il le disait, ils ont fait une réalisation qui a été offerte à Jacques Chirac. Leurs clients sont essentiellement des gendarmes français qui sont censés les expulser s'ils sortent de chez eux. Donc oui, une petite idée des contradictions de cette interdiction de circulation des Comoriens entre les différentes îles jusqu'à Mayotte. Sur le traversé en Kwassa-Kwassa, j'y reviens, il se chuchote depuis que ces traversées ont lieu, depuis 1995, il y a des rumeurs comme quoi elles ne charrieraient pas toujours par hasard, les vedettes françaises tourneraient autour, provoqueraient des vagues, s'en iraient, et ça serait un des facteurs de déstabilisation. On a une seule fois eu un cas avéré sur lequel il y a eu une enquête. Là encore, c'est très exceptionnel. Je dis sur 7000 morts en 13 ans, une seule fois, donc pour un Kwassa-Kwassa chaviré en décembre 2007. Quelques députés, sénateurs, sénatrices précisément, ont mobilisé la commission, la CNDS, la Commission nationale de déontologie et de la sécurité, qui est allée enquêter, donc notamment quelques députés, plus quelques juristes, je crois, et commissaires de police, sont allés enquêter à Mayotte sur l'un des Kwassa-Kwassa qui a chaviré près des côtes françaises à cause d'une vedette française, d'une vedette de la PAF, la police de l'air et des frontières. Et là, le rapport révèle que c'est une pratique tout à fait courante de la part des vedettes françaises d'éteindre le moteur et d'arriver tout feu éteint, et parfois de percuter les Kwassa-Kwassa avec des femmes et des enfants à l'intérieur, etc. Donc le scandale commence à peine à avoir un début de révélation officielle. Vous avez sans doute remarqué la discrétion des médias pour relayer ce sujet. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler sur les ondes, en France, en métropole. Voilà, le sujet est tabou. Ce rapport est allé aussi au CRA, au Centre de rétention administrative de Mayotte, et ces rapporteurs, cette commission, la CNDS, est allée au CRA de Mayotte pour constater une façon de traiter les gens. Enfin, ça fonctionnait, désolé si je vous choque, ça fonctionne comme un chenil où on a une capacité de 60 personnes et on en accueille 200, on séquestre là 200 personnes, des Comoriens ramassés donc à Mayotte, et ils sont nourris dans je ne sais pas comment on dit, un plat de diamètre d'environ 70 cm, 80 cm, où il y a du riz, et on donne ça pour tout le monde, sans couvert, ni fourchette, ni rien. Et quand les enquêteurs de la CNDS ont demandé aux surveillants pourquoi ça se passait comme ça, d'après ce qui est dans le rapport, ils ont répondu que ça correspondait aux coutumes locales, etc. Donc à la fois on prétend être sur un territoire français où l'administration française est installée, et puis on se dit, bon ben ici c'est l'Afrique, le large de l'Afrique, on est dans le canal du Mozambique, entre le Mozambique et Madagascar. Bon, ici, voilà, on donne un grand plat de riz, et puis ils mangent avec les doigts, et puis voilà.
donc avec un dépassement de capacité, je rappelle, hein, qui atteint parfois les 210 personnes pour une capacité de 60 personnes. Donc là, récemment, quand même, plusieurs mois, je ne sais plus exactement quand est sorti le rapport de la CNDS, ça fait presque un an peut-être, enfin plusieurs mois en tout cas, après la sortie de ce rapport, enfin, il y a quelques semaines, le journal Libération a fait un petit scandale médiatique, je pense que ça a quand même eu des retentissements dans les médias, en mettant sur son site une vidéo tournée clandestinement dans ce CRA, donc avec un dossier spécial sur Mayotte, je crois que c'était il y a 2 semaines environ. Donc voilà un petit peu comment sont traités ces clandestins, alors je mets des guillemets, à Mayotte. Et donc, pourquoi cette situation, pourquoi je disais que cette situation était si particulière par rapport aux clandestins, c'est pas seulement parce que ça se passe en Outre-mer, c'est aussi parce que Mayotte, en droit international, n'appartient pas à la France, c'est un territoire comorien. C'est cette histoire que je vais un petit peu vous raconter. Il faut faire un détour parce qu'il ne semble pas être le sujet central de cette soirée, mais pour bien voir jusqu'où on va dans l'extrême absurdité et l'extrême mépris français pour les territoires éloignés, sur ce territoire où on effectue la moitié des expulsions de sans-papiers. Donc les Comores sont un territoire d'outre-mer français, enfin on se statue depuis 1946, ils n'ont pas été rattachés, enfin annexés par la France au même moment, selon les îles. Mayotte, ça a commencé en 1841, mais sans statut pour la population locale, c'était encore des indigènes, il y avait la population d'origine de Mayotte et puis les populations françaises dans les textes. Les Mahorais sont devenus quelque part français comme les autres Comoriens en 1946. Donc en 1946, l'archipel des Comores, avec ses 4 îles, Grande Comore ou Ngazidja, avec Anjouan, Moélie et Mayotte, Mahorais en comorien, sont un territoire d'outre-mer français. Et il traverse les 2 premières vagues de décolonisation, 1946-1960, et pour la 3e vague de décolonisation des années 70, en 1975, là, un référendum est organisé sur les Comores pour demander aux Comoriens si vous voulez rester français ou accéder à l'indépendance. Le droit international impose que, l'ONU impose que les frontières issues de la colonisation soient respectées lors de la décolonisation. Et là, la France, en toute illégalité, a décidé de décompter île par île et de dire qu'il y avait une petite majorité à Mayotte qui refusait l'indépendance et donc a décidé de maintenir son administration française, son administration à Mayotte. Et donc pour l'ONU, dès le 12 novembre 1975, les Comores ont été admis comme un nouvel État de l'ONU, donc leur indépendance a été reconnue, et là il est très explicitement dit que les Comores sont composées des 4 îles. Et l'ONU a fermement condamné l'attitude de la France chaque année, et il y a une vingtaine de résolutions de l'ONU condamnant l'occupation illégale de Mayotte par la France. Donc Mayotte n'est pas un territoire ni décolonisé ni français, c'est un territoire occupé, c'est une terre comorienne où la France est en situation d'occupation en droit international. Alors, qu'est-ce que c'est que ces expulsions en droit international? En droit international, les Comoriens ne franchissent aucune frontière en allant d'Anjouan à Mayotte, ou d'une autre île à Mayotte, ils sont chez eux en droit international, ils circulent librement. C'est pourquoi la France laissait faire ces déplacements, donc de 1975 ou 1976, où les Comores étaient indépendantes, jusqu'à 1995, où là, Charles Pasqua a aussi décidé de taper du poing sur la table, hein, de voler viril, c'est le mentor de Sarkozy, hein, et donc d'instaurer ce visa, dit visa Balladur ou visa Balladur-Pasqua, imposé aux Comoriens des autres îles pour se rendre à Mayotte. Donc la libre circulation a été arrêtée à ce moment-là. Alors dans le film, on vous parle, d'Agnès Fouillon, on vous parle de cet exemple
de sculpteurs sur bois qui avant étaient installés à Anjouan et vendaient essentiellement à Mayotte. Là, ils faisaient des allers-retours commerciaux de temps en temps, livraient la marchandise, etc. Et depuis 1995, pour continuer à vendre à Mayotte, ben, ils ont dû délocaliser leur entreprise anjouanaise à Mayotte, donc clandestinement. Voilà un petit peu le genre d'absurdité. On a à peu près le même nombre de Comoriens qui participent à l'activité économique de Mayotte depuis ce visa, mais maintenant, ils sont obligés de rester à Mayotte parce que la traversée est extrêmement dangereuse et ils sont obligés de vivre traqués, cachés à Mayotte. Donc voilà la grande réussite de Charles Pasqua, d'Édouard Balladur, voilà le grand secret des objectifs chiffrés d'expulsion de Nicolas Sarkozy, Brice Hortefeux et maintenant Éric Besson. Donc je reviens un petit peu à cette situation historique pour voir jusqu'où a osé aller la France. Donc pour maintenir Mayotte en France, la rhétorique officielle, c'est que ce sont les Mahorais, donc les habitants de Mayotte, qui souhaitent rester français. Alors on les a consultés. Donc on les a consultés, une population illettrée qui ne parle presque pas français ou très minoritairement le français. La France a organisé une consultation, donc comme je disais, condamnée par l'ONU, où on a préparé le terrain, c'est-à-dire qu'il s'est monté, pas un parti politique, une milice, en fait une double milice, le mouvement populaire mahorais, le MPM, qui est maintenant un parti politique, le parti politique à Mayotte, un mouvement politique. C'est en fait une milice de soldats, les Soroda, comme il disait, et donc le vieux monsieur qui chantait la Marseillaise là, dans cet extrait, c'est un ancien Soroda. Donc il raconte comment ils s'entraînaient, comment ils allaient bastonner qui? Eh bien les indépendantistes, c'est-à-dire qu'ils circulaient village par village à Mayotte et ils se renseignaient pour voir qui comptait voter oui à l'indépendance et on allait tout simplement les rosser jusqu'à ce qu'ils choisissent de voter non. Et pour préparer le référendum français illégal de 1976, eh bien, ils en ont même expulsé par bateau. Et une deuxième partie de donc ça c'est la milice masculine du mouvement populaire mahorais, du MPM. Et il y avait aussi une milice féminine qui était là pour rejeter l'administration venue de la capitale des Comores quand elle était homme, quand elle était un territoire d'outre-mer, c'est-à-dire qu'on les appelait les chatouilleuses. Quand un préfet ou quoi débarquait, elles y allaient, elles le chatouillaient, c'est raconté comme ça dans les livres qui vantent Mayotte française, jusqu'à ce qu'ils soient obligés de repartir, c'est-à-dire qu'il était empêché de circuler, et, avec une torture un peu spéciale, il était obligé de reprendre son avion pour quitter Mayotte. Donc il y avait un blocus de Mayotte contre l'administration centralisée sur l'île de Ngazidja. Donc voilà un petit peu le mouvement politique et comment ils ont obtenu, par bourrage de crâne et par la violence, un vote à 63% contre l'indépendance à Mayotte. Alors ça a été préparé en fait de plus longue date. Dès le début des années 60, c'est la France qui a choisi de déplacer la capitale. Je vous dis que les responsables politiques venaient de Ngazidja, mais c'est parce que dans les années 60, on a déplacé la capitale de Mayotte à Ngazidja, c'est-à-dire à l'opposé de l'archipel, l'île la plus éloignée. Et l'activité économique a suivi, c'est-à-dire qu'avant c'était Mayotte, dans les années 60, qui a été le pôle économique des Comores. Et petit à petit, toute l'activité économique s'est centralisée autour de l'île la plus éloignée, la Grande Comore, ou Ngazidja. Et donc, c'est une décision qui a été prise par la France. Et donc, c'est une décision qui a été prise par la France. Mais, pour diviser pour mieux régner, on explique comment regardez, la Grande Comore vous prend tout, et en plus la Grande Comore vous persécute. Alors la Grande Comore vous persécute, ce que ça veut dire, là encore c'est l'Élysée, c'est Jacques Fogart qui a placé à la tête de ce territoire des Comores, à Moroni, Ahmed Abdallah, qui a été là pour servir d'épouvantail aux Mahorais. C'est-à-dire que Paris a mis en place aux Comores un chef de territoire
qui persécutait les Mahorais. C'est vrai qu'il y avait des brimades administratives venant de Moroni après le déplacement de la capitale pour les diviser entre eux. Et en plus, il y a ce déplacement de capitale. C'est-à-dire que tout vient de Paris pour diviser les Mayotte et les autres îles en particulier, pour créer un antagonisme entre Mayotte et la Grande Comore. Voilà le genre de manipulation totalement instrumentée depuis Paris, mais les leaders d'opinion mahorais, les notables, ceux qui allaient avoir le grand rôle, devaient se montrer pro-français et donc propager la fable de l'amour des Mahorais pour la France et surtout l'épouvantail Ahmed Abdallah qui allait persécuter les Mahorais si jamais les Mayotte prenaient son indépendance avec le reste des Comores. Donc au référendum d'indépendance, en fait, il y a eu plus de 95% des votes oui à l'indépendance, et 5% qui est à peu près tous à Mayotte, parce que Mayotte, ça constitue uniquement 8% de l'électorat. L'essentiel de la population est sur les autres îles. Donc il y a 8% de l'électorat qui a voté à 63% contre l'indépendance. Donc on a dit, ceux-là, ils restent français. Je rappelle, dans l'illégalité, puisque pour l'ONU, un territoire, si le territoire colonial c'était les 4 îles, il doit être décolonisé en respectant les mêmes frontières. Donc voilà un petit peu comment ça s'est passé. Alors, je n'aurai pas le temps, sauf s'il y a des questions, et puis c'est pas le sujet ce soir, d'expliquer comment, parallèlement, la France s'est évertuée de saboter totalement les Comores, avec des mercenaires pour détruire tout ce qui essayait de se faire en construction de l'État. Les Comores, donc les 3 îles qui arrivaient à s'administrer de façon indépendante, ont été gérées pendant 11 ans par Bob Denard, qui était le vrai gouverneur. Ahmed Abdallah servait lieu de masque, de faux présidents, d'hommes de paille. Et donc il y a eu des séries de coups d'État, on compte à peu près une vingtaine de coups tordus, coups d'État ou tentatives aux Comores pour déstabiliser cet État. Donc la bande d'Abob Denard qui est allée, quelques mois après l'indépendance, commencer à renverser, d'abord le premier aidait à renverser le président Abdallah pour mettre le président Sohili. 3 ans après, il revient pour assassiner Sohili et remettre Abdallah. Là, il reste aux côtés d'Abdallah pendant 11 ans. Abdallah envisage, avec la présidence de Mitterrand, de changer de tutelle au lieu de Bob Denard, peut-être le capitaine Paul Barry, et Abdallah se fait assassiner par Bob Denard. Et ensuite, Bob Denard est resté encore dans l'île après 1989, après l'assassinat d'Ahmed Abdallah, et a continué à faire valser les présidents, notamment en 1995, son dernier putsch réussi. C'était officiellement un putsch raté par Bob Denard, mais en réalité c'était un putsch réussi par la France, parce que Bob Denard a renversé le président Taki, et la France a envoyé son armée pour arrêter Bob Denard. Alors, Denard renverse Taki et met en place, renverse Johar et met en place Taki, excusez mon lapsus. Donc, le président Johar destitué par Denard, comme la France vient arrêter Denard, en toute logique, devrait retourner dans son palais présidentiel. Non, la France a fait croire qu'il allait très mal et qu'il fallait l'emmener à la Réunion pour le soigner. Donc un médecin a fait un rapport attestant que sa santé était excellente, et il a été très sévèrement... il s'est pris un blâme pour avoir révélé son rapport. On a envoyé un médecin pour faire semblant, mais en réalité, il fallait faire croire que Johar était écarté pour raison médicale, alors que la France a très ouvertement écarté Johar du pouvoir et laissé Taki, qui a été mis en place soi-disant par Denard, mais en réalité travailler pour le compte de la France, comme toutes ces interventions. Bon, c'est un exemple pour vous donner une idée de la rhétorique française aux Comores. C'est une série d'énormités, c'est vraiment assommant, tellement c'est caricatural. C'est la caricature de la France-Afrique, de l'Élysée qui décide de faire valser les présidents, de faire prendre telle décision par un pays qui n'a aucune autonomie, etc. etc. Les Comores ont servi à détourner l'embargo sur le régime d'apartheid en Afrique du Sud, y compris les armes, etc. Donc voilà un petit peu le jeu de la France aux Comores. Un jeu absolument immonde avec les Comores, les 3 îles qui s'administrent de façon indépendante, et à Mayotte, il suffit de dire, regardez en face les Comoriens qui ont voulu leur indépendance, regardez dans le niveau de misère dans lequel ils vivent. Cette misère est entretenue, évidemment, quand on empêche toute émergence politique. Il n'y a aucune construction du bien public qui peut se faire, et
on imagine qu'après ça ne coûte plus très cher à la France de mettre Mayotte sous perfusion pour les laisser économiquement une tête au-dessus des Comoriens des autres îles, pour leur dire voilà, vous faites bien d'être sous tutelle de la France, ça vous permet d'être, selon l'expression consacrée, un îlot de prospérité dans l'océan Indien. Ça n'est absolument pas une prospérité, c'est une économie sous perfusion, encore une fois, il n'y a rien qui est produit à Mayotte. Tout est totalement artificiel, tout ça pour des raisons stratégiques, militaires, contrôle, observation des pétroliers qui passent forcément dans le canal du Mozambique. Enfin, les 2/3 de ceux qui viennent du Moyen-Orient passent par le canal du Mozambique, etc. etc. C'est un point de contrôle stratégique où la France a mis des bases militaires. Voilà, je ne m'attarde pas plus là-dessus, sur ces généralités. Je reviendrai sur d'autres points, enfin d'autres détails s'il y a des questions. Merci. Bon, après, Pierre, on m'a demandé d'axer mon intervention sur la politique française européenne qui consiste, au fond, à assigner, à déléguer des tâches de police à des pays, aussi bien du Maghreb, Maroc, Algérie, Tunisie, Libye, que des pays même d'Afrique subsaharienne. C'est-à-dire l'idée de, non pas d'attendre que les migrants arrivent légalement ou illégalement en France ou en Allemagne ou en Italie, etc., mais au contraire, faire en sorte qu'ils ne puissent même pas arriver parce qu'ils sont comme interceptés avant, empêchés de venir. Autrement dit, on recule les frontières de l'Europe, des pays, même du Sud, comme du Maghreb, pour qu'eux-mêmes interceptent les migrants qui sont en route vers l'Europe, pour qu'ils n'arrivent pas jusqu'à l'Europe, et par conséquent, de leur donner des tâches de police en les aidant financièrement, en faisant un peu des gendarmes avancés, ça veut dire de l'Europe. Et je crois que c'est très important parce que j'arrête de bien comprendre cela, ce mécanisme-là, parce que ça change pas mal de choses. Je dirais, ça monte à peu près, cette politique-là, elle remonte à peu près à, disons, bien déjà près d'une dizaine d'années, mais surtout depuis 4-5 ans. Et par conséquent, la problématique est un peu différente maintenant. Le problème n'est pas uniquement de défendre les droits des sans-papiers ici, qui sont arrivés, en France ou en Allemagne, Italie, mais aussi, je dirais, de faire en sorte qu'ils puissent même arriver, qu'ils puissent circuler, autrement dit, essayer de dénoncer une stratégie, je dirais, qui consiste finalement à ce qu'ils ne puissent même pas parvenir, et ne puissent pas migrer, ou même demander l'asile en France ou autre part, parce qu'il y a un mécanisme, une politique européenne et française qui est mise en route pour, je dirais, déjà en amont, empêcher qu'ils viennent. Mais au préalable, avant d'aborder cela, j'irais face à tant d'humanité, d'inhumanité que tu nous as fait sentir aux Comores, mais c'est vrai aussi, on va le voir aussi partout, dès qu'il s'agit de migrants. Je ne peux pas m'empêcher de vous lire un poème qui va nous mettre en face de la fraternité et de l'humanité, de notre regard sur l'étranger. C'est un très beau poème qui a été écrit par Raphaël Amor, c'est pas spécialement, c'est l'étranger en général. Poète uruguayen. Ce poème s'appelle, intitulé « Ne m'appelle pas étranger ». Ne m'appelle pas étranger, parce que je suis né en terre lointaine, ou parce que le pays d'où je viens porte un autre nom. Ne m'appelle pas étranger, parce qu'un saint étranger m'a nourri, ou parce que les histoires de mon enfance étaient racontées dans une langue qui était inconnue. Ne m'appelle pas étranger. Tous nous pleurons avec la même voix et partageons la même fatigue que nous traînons derrière nous depuis le commencement des temps. Quand les frontières n'existaient pas encore, bien avant l'existence de ceux qui divisent et tuent, de ceux qui vendent nos rêves et qui auraient un jour inventé le mot étranger. Ne m'appelle pas étranger, c'est un mot triste, un mot froid qui évoque l'exil. Ne m'appelle pas étranger, regarde-moi dans les yeux, outre la haine, l'égoïsme et la peur, et tu verras que moi aussi, je suis un être humain, je ne peux pas être un étranger. Bon, je dis ça parce que c'est important pour faire nous remettre dans un bain un peu d'humanité, parce que vraiment, je dirais, c'est tellement, je dirais, honteux, cette politique d'immigration qui est menée par la France, par l'Europe, qu'on finit par perdre même, je dirais, perdre de vue ce à quoi on vise, quelle autre société, quel autre monde que nous voulons. Alors maintenant, venons donc à l'objet précis de mon intervention. Pour bien comprendre, le sens que
des accords que la France et l'Union européenne essaient de proposer, plutôt d'imposer, aux États du Maghreb et d'Afrique subsaharienne, pour qu'ils jouent justement à plein le rôle de gendarme qu'on veut leur voir jouer, de gendarme avancé, il faut rappeler, je dirais, les objectifs, je dirais, mais les nouvelles obsessions de l'Europe, l'Union européenne et de la France par conséquent. Il faut rappeler que ces nouveaux objectifs, c'est surtout depuis finalement septembre 2001, parce que l'idée que les migrants, les candidats à l'immigration, ou même les candidats même à l'asile, parce qu'au fond, on noie tout dans, je dirais, même la spécificité de la demande d'asile liée à des persécutions, sont comme niés, comme noyés dans le concept général de migrants. Au fond, on distingue de moins en moins les migrants économiques et les migrants politiques, on peut dire. Et donc, tous ces migrants économiques ou politiques, eh bien, ils sont considérés un petit peu comme l'idée qu'ils sont un peu des terroristes en puissance. En tout cas, qu'ils sont une menace. Et que, par conséquent, il faut militariser, si on peut dire, il faut aider militairement les pays du Maghreb et d'Afrique subsaharienne pour qu'ils puissent eux-mêmes avoir les moyens de les contrôler, de les empêcher de venir. Tout à l'heure, tu l'as dit aussi en Comores, c'est pareil, il y a aussi donc tout un arsenal militaire maintenant qui est en route. Donc maintenant, il y a la surveillance des frontières, il y a la lutte contre l'immigration clandestine, il y a des radars, il y a des technologies de pointe pour repérer ceux qui tentent par la barque en barque de venir. Donc c'est toute c'est la notion d'obsession, de criminalisation des candidats à l'immigration qui sont d'idées de menaces terroristes. Par conséquent, ils sont présentés un peu comme l'ennemi. Et par contre, il n'est pas étonnant qu'il soit fait appel pour les intercepter, mais justement, tout un arsenal militaire dont on dote ces pays-là, qui n'ont pas tout le monde moyen au départ, pour qu'ils puissent jouer ce rôle de gendarme. Et ça, c'est très frappant. Et on a donc financièrement des pays du Maghreb, comme l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, la Libye, installé aussi des camps d'internement, fameux camps, des camps d'internement pour enfermer ces candidats africains, lorsqu'ils arrivent, ils ont fait une route, puis ils arrivent, pour arriver en Europe, ils doivent passer souvent par le Maroc, l'Algérie, etc. Et bien, donc ces pays-là, eh bien, ont des camps d'internement, financés aidés en partie par l'Europe, pour les interner, en vue bien sûr de les expulser après, de les faire réadmettre, on ne peut pas les expulser, c'est un amour, donc en vue d'une réadmission au pays d'origine. C'est le terme qui doit être utilisé. Donc il y a effectivement des fonds importants qui ont été dégagés par l'Union européenne, notamment en direction du Maroc, mais aussi d'autres pays, pour qu'ils jouent ce rôle de gendarme, et en dotant donc de tout un des moyens technologiques pour l'interception, les arrestations, mais aussi pour les camps d'internement. Alors, un petit mot sur la fonction de ces camps. Ces fameux camps, d'abord, une chose, c'est qu'il faut vraiment chercher, heureusement qu'il y a vous savez qu'il y a un réseau, je dirais, solidaire, de vigilance critique par rapport à l'immigration qui s'appelle Migre-Europe. Et Migre-Europe, il y a le CIBAT qui en fait partie par exemple, il y a aussi le GISTI, la FASTI, il y a beaucoup d'associations. Migre-Europe adresserait chaque année la carte des camps, à la fois en Europe, et vous savez le nombre, c'est des centaines et des centaines de camps qu'il y a en Europe d'internement. C'est inimaginable. Et bien sûr, il y a aussi des camps qui existent au Liban, en Turquie, en Algérie, au Maroc, en Tunisie. Et moi-même, j'ai regardé attentivement cette carte, et c'est très frappant à vous parler de la fonction de ces camps. Eh bien, il y a au moins, je dirais, en 2007, mais je crois qu'il pourrait s'augmenter depuis, il y a au moins 10 camps d'internement, à peu près en Algérie, à peu près autant en Tunisie et au Maroc, 3 en Libye, il y en a également plusieurs au Liban et en Turquie. Et la fonction de ces camps, ce ne sont pas seulement des camps d'internement, d'ailleurs dont les conditions sanitaires, c'est comme aussi sont souvent épouvantables, entassement, manque de soins, etc. Mais je dirais, il ne s'agit pas non plus d'examiner, il ne s'agit pas d'examiner avec eux les conditions qu'ils pourraient remplir pour justifier leur venue dans des accompagnements administratifs, pour voir un peu si leur demande potentielle d'asile serait justifiée, s'ils ont été persécutés,
ou s'ils ont peut-être je dirais des compétences au niveau professionnel qui pourraient être utiles pour des emplois sous tension, comme on dit. Non, la plupart, ils sont assez là. En attendant, ils peuvent rester parfois 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 an. Hein. Et puis après, en général, ils ont vocation, comme on dit, à retourner dans le pays d'origine. Et ça, c'est quand même, je dirais, c'est très très curieux parce que enfin, c'est très frappant. Et c'est Migros-Europe, le réseau Migros-Europe, je cite, dit l'errance, il parle d'errance, l'errance des exilés, que dans certains pays on disperse dans divers camps, pour éviter la création de certains abcès de fixation, pour éviter de les mettre dans un seul camp, surtout trop visibles, comme à Lampedusa par exemple, en Sicile. Donc, l'errance des exilés, que dans certains pays on disperse dans divers camps, pour éviter la création de certains abcès de fixation, ne symbolise-t-elle pas le caractère multiforme que prend la mise à l'écart des migrants dans les sociétés européennes? Ne peut-on pas assimiler à une informelle assignation à résidence l'obligation pour les étrangers africains de n'être pas à un endroit où ils sont considérés comme gênants? Autrement dit, comme ils gênent, donc il faut qu'ils soient invisibles. D'ailleurs, c'est pas facile d'avoir des renseignements sur ce qui passe dans les camps. C'est très difficile. Hein. Migros-Europe essaie de le faire, mais c'est très difficile. Vous savez qu'en France, dans les centres de rétention, il y a Cassimat qui peut être présent pour l'instant. Ben, pareil, dans ces camps-là, il y a très peu d'organisations qui ont un accès pour contrôler, pour vérifier, pour essayer de faire une enquête un petit peu sur ce qui se passe. L'invisibilité. Hein. Même je disais aussi tout à l'heure que les médias, pratiquement, ne parlaient qu'une fois, pratiquement, on ne parle jamais de ce qui se passe dans le commun. C'est pareil, pratiquement, dans ces camps, en Algérie, Maroc, Tunisie, il y a pratiquement, on parle des camps d'internement, peut-être des camps de rétention en France ou dans les pays européens, mais pour les camps d'internement dans ces pays-là, du Maghreb, dans les frontières avancées de l'Europe, il y a très peu d'informations qui sortent. Comme s'ils n'existaient pas. Et comme si ces migrants n'existaient pas. Ce sont comme des errants perpétuels, invisibles. Et on peut parler de relégation et de négation absolue. Et ça, c'est extrêmement grave. Et et c'est bien justement l'objectif maintenant des fameux accords, ce qui s'appelle accords dits de gestion. C'est aussi, l'expression est très belle, hein, des accords de gestion concertée des flux migratoires. Alors, gestion concertée des flux migratoires, donc c'est le terme qui est utilisé pour désigner les accords ou les projets d'accords que l'Europe, que la France notamment en ce moment, essaie, je dirais, de nouer avec les pays à la fois du Maghreb et d'Afrique subsaharienne. Donc, gestion concertée des flux migratoires, comme si elle concertée, en fait, elle est plutôt imposée, parce que le rapport de force est quand même très inégal entre la France et le Bénin, par exemple, ou le Congo ou d'autres pays. Et alors, ce sont donc des accords qui sont proposés. Et il s'agit de quoi exactement? Il s'agit d'organiser l'immigration dite légale. C'est-à-dire conforme aux lois de plus en plus restrictives de Nicolas Sarkozy, de Brice Hortefeux. C'est la fameuse immigration choisie, hein, ce qui implique par conséquent de lutter contre l'immigration dite irrégulière, donc qui n'est pas conforme à ces critères et à ces lois, donc d'aider, donc encore une fois, ces pays à empêcher en amont le départ de leurs ressortissants qui ne correspondent pas à ces critères. Et de demander aussi à ces pays le principe de la réadmission dans un délai à mois, de la réadmission dans leur pays, des dizaines, des centaines de milliers de migrants de ces pays-là, qui sont en France ou en Allemagne, etc., et qui sont sans papier. C'est-à-dire que dans l'accord qui est proposé, c'est leur dire, écoutez, voilà, on va vous aider, on va vous donner de l'argent pour pour vous aider en principe, à ce que vos ressortissants partent. Mais c'est donnant-donnant. Inversement, par ailleurs, on vous demande d'admettre, de réadmettre chez vous les Maliens, par exemple, ressortissants qui sont du Mali, de le réadmettre, mais promis, on aura une aide au retour. Donc ce ne sera pas une expulsion, ce sera une réadmission. On aura une aide au retour, quelques centaines d'euros,
Comme ça, ils pourront participer au développement, grâce à l'aide au retour qu'on leur donne, ils pourront participer au développement de notre propre pays. Donc vous voyez, c'est présenté comme donnant-donnant. Par conséquent, vous allez gagner finalement en acceptant ces accords de gestion concertée des flux migratoires. Bon, il y a d'autres aspects dans ces accords, mais c'est l'essentiel. C'est l'aide à ces pays, puis aussi, on parle aussi de développement, en principe, et vous savez, quand on pense que les frais d'expulsion et aussi beaucoup de frais sont comptés parfois dans l'aide au développement, donc là aussi il y aura beaucoup à dire sur cette notion d'aide au développement. Alors, effectivement, il y a plusieurs pays qui ont accepté de signer ces accords. Je citerai le Gabon, le Sénégal, le Congo-Brazzaville, le Bénin, la Tunisie, le Cap-Vert et bien d'autres. Au Maroc, il y a bien longtemps qu'il a expliqué avant la lettre et ses accords et qu'il accepte, moyennant finance, le rôle de gendarme avancé, parfois très brutal, de l'Europe, parce qu'en Maroc, il y a eu des moments où ils n'ont pas hésité à chasser comme ça brutalement des centaines par centaines des migrants marocains en leur donnant à peine de quoi survivre, en mettant dans le désert, comme ça débrouillez-vous et repartez. C'est arrivé parfois des descentes de police très brutales à Rabat ou dans d'autres villes où il y avait donc été concentrés des migrants subsahariens. Alors, simplement de dire que ces accords ne sont pas tous aujourd'hui appliqués parce qu'il y a quand même de fortes résistances de la part des pays et aussi de la part des opinions publiques dans ces pays-là. Et vous savez peut-être qu'il y a un pays qui a refusé très récemment de signer un tel accord, c'est le Mali. C'est un échec retentissant, un échec retentissant qui est une grande victoire pour les citoyens du Mali, parce que, et pour gérer plus largement pour toutes les associations qui luttent en France, mais aussi dans ces pays-là, pour gérer un soutien aux migrants et aux sans-papiers et aux demandeurs d'asile. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, du part au Mali, il y a plusieurs associations, donc une qui s'appelle le Mouvement des Sans-Voix. Le Mouvement des Sans-Voix, et aussi l'AME, c'est l'association des Maliens expulsés. C'est-à-dire que les Maliens qui sont expulsés, quand ils sont expulsés au Mali, ils se sont organisés en tant qu'anciens migrants, on peut dire en France, et même aussi dans d'autres pays, pour peser sur la politique migratoire, on peut dire, de leur pays et aussi de la France. Et donc, il y a eu une telle mobilisation de la société civile au Mali, extraordinaire, et aussi en France, le même CIP, mais d'autres associations, de Grenoble aussi en France, on a écrit des lettres au consulat du Mali, aux autorités maliennes, leur demandant de ne pas signer cet accord, pour différentes raisons que vous pouvez comprendre. C'est un accord qui était honteux, qui était vraiment un mépris pour les peuples, et pour eux. C'est un accord basé sur la négation même de la libre circulation des personnes, sur la négation des droits d'asile, donc inacceptable, et qu'on espérait bien que vous, autorités maliennes, vous allez refuser un tel chantage de la part de la France. Et bien effectivement, le Mali, il n'y a pas longtemps, environ peut-être 3 semaines, un mois, a refusé cet accord. Et écoutons Tahirou Ba, c'est le président du Mouvement des Sans-Voix au Mali, qui écrit: il n'est pas question de signer. Signer, c'est vendre nos parents en France. Signer, c'est vendre nos parents en France. Nous n'accepterons jamais, nous resterons mobilisés. Et ça, je crois que c'est des mots très très forts. Et bon, ça veut dire que nos parents, qui sont partis parfois il y a 3 ans, 4 ans, 5 ans, qui sont là-bas, qui sont en France, qui nous envoient de l'argent aussi, et puis qui, au fond, je dirais, qui sont partis avec des risques et périls, et qui après seraient expulsés comme... je dirais, comme des paquets comme ça, comme n'importe qui serait renvoyé dans le pays, par la violence, par la force. On ne peut pas accepter, c'est tout inacceptable, c'est une véritable honte que la France nous propose un tel contrat. Et une précision aussi, c'est important, c'est que le renvoi massif des sans-papiers, que ce soit originaire du Mali ou d'autres pays, qu'est-ce que ça signifierait? Ça signifierait un appauvrissement considérable quand on sait que l'argent envoyé par les migrants à leurs proches, ou pour des projets solidaires dans leur pays, représente en moyenne 15% du PIB de ces pays. Ce qui est considérable. Et on peut dire qu'en fait, c'est souvent plus que l'aide au développement. Les mandats qu'envoient chaque mois les sans-papiers, les migrants
au Mali, au Sénégal, au Congo, etc. Il faut aussi ajouter que, comme le précise Micro-Europe, que ces accords sont opaques. C'est-à-dire qu'il y a très peu d'informations sur le contenu réel de ces projets. On connaît les grandes lignes, hein, qu'il n'y a aucun débat avec les premiers intéressés, et aussi avec les citoyens des pays du Sud, comme et aussi avec les associations au Nord qui s'occupent des sans-papiers ou des étrangers. Hein. Et par ailleurs, une fois signés, ces accords sont très difficilement disponibles. Je connais des amis qui ont cherché sur le site internet, différents sites internet, pour connaître le contenu de ces accords qui ont été signés. C'est très difficile, ou c'est parfois un peu obscur. Enfin, on sent qu'il y a une volonté d'opacité, de ne pas rendre transparent, de ne pas faire connaître, et de ne pas alerter l'opinion publique sur le contenu et sur l'objectif de ces accords. Alors on pourra aussi, dans l'échange qui suivra, on pourra, discuter des conséquences, de la teneur de ces accords, des conséquences très contestables d'ailleurs, et même parfois dramatiques, qui peuvent entraîner. Qu'il s'agisse notamment, bien sûr, de l'atteinte de la fondamentale de la liberté de circulation, qui est pourtant reconnue par l'article 13 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, que ce soit aussi le droit d'asile, qui est complètement nié par ces accords, que ce soit le pillage des cerveaux, que l'idée c'est d'accepter que des cerveaux ou des gens qui ont des compétences en fonction de besoins économiques. Également une négation aussi du droit au regroupement familial, puisque ces accords prévoient exactement que les migrants pourront venir en France en fonction de leurs compétences, mais seuls, les migrants isolés, pas le droit de venir de leur famille. Donc oui, c'est autant de choses qui sont négateurs fondamentaux de droits fondamentaux, ces accords vraiment qui sont absolument scandaleux, mais qui sont très peu connus. Il y a peu de médias qui en ont parlé de ces accords en détail. Pour conclure, je dirais quatre réflexions. D'abord, que la politique française et européenne en matière d'immigration et d'asile peut être caractérisée par le refus et la criminalisation de ces parias du Maghreb, parias entre guillemets, du Maghreb et d'Afrique subsaharienne, qui frappent à notre porte, que ce soit pour des raisons économiques ou politiques, des parias, je dirais, entre guillemets, dont il faut endiguer à tout prix le flot, hein, ça peut à tout prix, en associant en amont justement les pays du Sud pour qu'eux-mêmes soient les gendarmes de leurs propres ressortissants. Au point que ces pays sont même incités à légiférer pour punir sévèrement leurs ressortissants qui partiraient, qui voudraient partir malgré ce que leur interdit. Vous savez que l'Algérie, par exemple, il y a une nouvelle loi, assez récemment, en Algérie, qui punit sévèrement de prison les haragas, c'est le nom donné à ces jeunes, notamment algériens, qui essaient de quitter sur des zodiacs, par des moyens de fortune, de quitter l'Algérie pour migrer en France ou en Europe. Mais il y a une loi qui punit sévèrement de prison, s'ils sont repris, ils sont interceptés. Deuxième réflexion, c'est que ces expulsions, que ce soit à partir des pays gendarmes du Maghreb, Maroc, ou même des pays européens, risquent de s'intensifier avec ces accords. Parce que dans la mesure où ces accords prévoient la réadmission, par exemple les Maliens, je crois qu'il y a à peu près 45 000 sans-papiers maliens en France. 45 000. D'après ces accords avaient été signés, ça veut dire que ces 45 000 auraient, c'est le grand mot ça, de Sarkozy, auraient comme vocation, entre guillemets, à repartir en Mali. Mais on peut dire aussi pour laisser les galères, on peut laisser pour les Béninois, etc. Donc ça veut dire que de tels accords risquent d'intensifier encore plus. Vous savez qu'en ce moment, Hortefeux félicite leur expulsé environ 29 000, je crois 950, même si le chiffre est certainement faux. Mais peu importe. Mais en tout cas, la politique des quotas, la politique des chiffres, la politique, je dirais, d'objectifs qu'on se fixe, tant de 25 000, 26 000, 27 000, 28 000, ben, risque d'être multiplié par 2 ou par 3 si ces accords sont signés, puisqu'ils prévoient entre autres, comme clause, la réadmission, donc le renvoi dans ces pays-là, même sur de réadmission, même sur d'aide au retour, c'est bien une expulsion déguisée. Troisièmement, dire aussi que ces accords, encore je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est important de le rappeler, c'est que ces accords constituent une atteinte gravissime au droit d'asile. Parce que, justement, ceux qui sont persécutés, ceux qui vont venir pour les zones de persécution, sont noyés dans le reste. C'est-à-dire que la spécificité de leur démarche, la spécificité politique est niée. Ils sont assimilés aux autres. C'est le fond des migrants. Les gens qui veulent venir,
comme les autres. Par conséquent, on n'examine même pas dans ces camps-là, je dirais, leur dossier, on ne sait pas administratif, voir quelles persécutions qu'ils ont eues, et qui pourraient justifier une demande d'asile. Non, pas du tout. Ils sont entassés, il n'y a aucun accompagnement, aucun examen administratif. Ils sont là en attendant d'être renvoyés. Et tous sont mis dans un même sac, si on peut dire. Quatrièmement, je crois que, aussi je t'en ai un peu par là, c'est qu'il faut créer, face à ces accords et face à ces politiques, il faut absolument créer un réseau de résistance européen, non seulement, je dirais, face à ces expulsions, mais aussi à cette logique exclusivement sécuritaire, policière, mais aussi étroitement économiste, qui veut réserver le droit à l'immigration à une minorité de candidats en fonction de nos secteurs en tension, en fonction de nos besoins économiques, qui manquent parfois de cerveau ou de bras, et encore avec des titres de séjour limités, qui seraient délivrés au compte qui seraient délivrés pour 3 mois, pour 6 mois, pour 8 mois, pour 1 an, 2 ans, en fonction, je dirais, de la durée du travail pour lequel on les a appelés. Et bien sûr, encore une fois, bien sûr, sans le droit d'amener leur famille. Et par conséquent, on peut dire que c'est donc autant de droits fondamentaux extrêmement qui sont bafoués par ces accords. Et au-delà de ça, l'enjeu, je crois, c'est bel et bien une vision, une conception du monde, des rapports nord-sud, mais aussi des droits humains fondamentaux qui est en jeu. Nous devons dénoncer inlassablement cette idée que l'immigration est un problème, est une prétendue menace, hein, et une menace notamment à une certaine identité nationale, européenne, alors que l'immigration, je crois qu'on ne le rappellera jamais assez, même si en France c'est des portes ouvertes, enfin en tout cas pour vous, j'imagine, certainement, alors que l'immigration est une richesse, est une matrice essentielle de nos sociétés, matrice d'hier, matrice d'aujourd'hui, et que nous devons par conséquent nous appuyer sur cette richesse, mais aussi sur la lutte, notamment par exemple des citoyens du Mali. Ça c'est quand même un encouragement extraordinaire. Par conséquent, je dirais, il y a quand même des victoires, et même en France aussi, on sait bien, à Grenoble, parfois on arrive à empêcher. Bien sûr, c'est du cas par cas, bien sûr, c'est des victoires, entre guillemets, je dirais, très partielles, minuscules, pour recommencer sans cesse. On arrive à empêcher une expulsion, on arrive à obtenir des papiers pour un cas, il faut recommencer sans cesse. Mais quand même, c'est important de montrer que lorsqu'il y a un tissu associatif qui est fort, lorsque la société civile se mobilise, dans les pays du Nord comme les pays du Sud, on peut arriver quand même à changer peut-être bien un rapport de force. Et je crois qu'en France, il y a un nombre bien plus considérable qu'on le croit, de citoyens, parce qu'ils ont peut-être leur enfant qui est dans une école où ils ont appris qu'il y a eu tel problème, etc. Il y a bien plus de citoyens français et citoyennes françaises qu'on le croit, qui sont conscients quand même qu'il y a là quelque chose, une politique qui est inhumaine, inacceptable, qui est négatrice des droits fondamentaux des êtres humains. Par conséquent, oui, nous devons je dirais, construire d'autres rapports nord-sud. Bon, et aussi beaucoup, ça c'est important, que s'il y a ça, nous devons construire une autre société, une autre Europe ouverte, je dirais, qui soit métisse, solidaire. Le chemin sera très long, parce que c'est vrai que c'est vraiment une politique qui est comme qui lamine, hein, qui est terrifiante par certains côtés, qui est terrifiante. Mais les résistants, je crois, commencent à s'exprimer. Et je dirais, ce qui passe en ce moment aussi, c'est à la fois lié, en même temps pas lié, mais c'est un ensemble. Hein, le dynamisme, je viens d'apprendre qu'aujourd'hui, il y a eu, je crois, 30 000 personnes à Belém, au Brésil, la marche au Forum social mondial de Belém. En ce moment, sur les voies de Grenoble, un forum social local dont on vous a parlé, ce Paris en fait partie. Je crois que tout ça, il y a des résistances, il y a des dynamismes qui s'expriment ces jours-ci, mais aussi depuis longtemps, et qui, je dirais, peut-être constituent un espoir sur lequel on pourra peut-être s'appuyer pour justement essayer d'édifier une société qui soit l'opposé de celle qu'on nous impose. Bonsoir. Donc j'avais une question par rapport aux lois dont vous avez parlé en Algérie, par rapport aux immigrants qui sont pris donc quand ils essaient de quitter le pays. Est-ce que ces lois peuvent aussi s'appliquer aux sans-papiers qui seraient renvoyés en Algérie depuis la France?
Par rapport à Mayotte, est-ce que c'est un lieu qui est beaucoup utilisé du coup pour rejoindre après la France? Est-ce que sur cette thématique de migration, est-ce que c'est une île qui est particulièrement convoitée dans le but de venir en France, ou est-ce que c'est surtout des migrations, comme tu décrivais, interno-comores Oui, bonjour. Question à Jo, du coup, est-ce qu'il y a des exemples de pays européens qui font un peu plus, qui jouent un peu plus la carte de l'accueil et qui savent justement profiter de la richesse de l'immigration, telle que tu le présentais tout à l'heure? Je suis à Perpignan maintenant, et j'étais allé un peu comme ça, par curiosité, au tribunal de Perpignan. Et donc on est à côté de la frontière espagnole, il y a beaucoup de sans-papiers qui passent dans cette belle ville. Et là, je voyais une audience, et il y avait un sans-papier, et qui en fait avait déchiré son passeport, il n'avait plus de papier du tout, et il affirmait algérien. Et après je discutais à la pause avec son avocat commis d'office, qui accessoirement n'était pas très brillante, j'avais trouvé, mais bon, c'est encore un autre sujet. Et en fait, l'Algérie ne se battait pas du tout pour que la personne revienne dans le pays, et ça c'était un gros problème, et il avait déjà fait 6 mois de tôle, et le procureur demandait qu'il en fasse 5 mois de plus, et l'Algérie ne voulait pas le reconnaître comme citoyen de son pays, puisqu'il n'avait pas de visa, il n'avait pas de passeport, il n'avait rien. Et ça, c'est un problème assez compliqué, et je n'ai pas connu l'issue, et est-ce que vous pouvez peut-être m'informer un peu sur ces gens qui brûlent leur passeport pour, dans l'idée de ne jamais revenir, et finalement, quand ils sont interceptés, comment ça se passe? Bonjour, je reviens sur Mayotte. J'ai été à Mayotte il n'y a pas très longtemps, l'année dernière, et ce que vous avez dit, c'est vrai, moi je l'ai observé sur place. Ce que j'ai observé en plus aussi, c'est a priori un fossé entre la population mahoraise et la population anjouanaise et des autres Comores, comme si la situation qui a été imposée par la France avait des répercussions sur les relations en fait, entre les Mahorais et les autres Comoriens. Alors est-ce que vous pouvez en dire un mot et qu'est-ce que vous avez vu sur place? Oui, donc la première question sur y a-t-il une passerelle, utiliserait-on Mayotte comme passerelle pour pouvoir venir en France? Ça permet de souligner une curiosité. Pour les Comoriens, enfin pour les gens de l'océan Indien, il y a un passeport pour aller en France et un autre passeport pour aller à Mayotte. Le passeport vers Mayotte ne permet pas d'aller en France. Alors, de temps en temps, quand ça nous arrange, on dit Mayotte c'est la France, et puis à d'autres moments, c'est plus la France. La France délivre un visa pour Mayotte qui ne permet pas d'aller ailleurs en France. Est-ce que ça va changer si Mayotte change de statut? Parce que j'ai oublié de parler d'une actualité importante. Fin mars, il va y avoir, la population de Mayotte va être consultée pour savoir si elle souhaite qu'on transforme cette collectivité au statut un peu indéfinissable en département d'outre-mer. Ce serait le 5e département d'outre-mer. Bon, est-ce qu'on continuerait à attribuer un visa pour aller dans un département d'outre-mer qui ne permettrait pas d'aller ailleurs en France? Je crois que oui. C'est la France, mais pas tout à fait non plus. Et ça poserait d'ailleurs des problèmes, puisqu'on parle des autres pays européens. Les autres pays de l'Europe ont tous signé l'essentiel des résolutions de l'ONU pour condamner la France, son occupation illégale de Mayotte, etc. Et pour le statut de l'Europe, il y a 2 statuts d'outre-mer. Il y a 7 territoires qui sont considérés comme régions ultra-périphériques. Donc pour la France, ce sont les 4 DOM. Et donc les autres sont donc dans les régions ultra-périphériques, les RUP, c'est le statut commun qui s'impose. Dans les autres régions d'outre-mer appartenant à des pays européens, donc on appelle ça des pays et territoires d'outre-mer où le statut commun ne s'impose pas. Donc les autres pays d'Europe vont devoir certainement décider de savoir s'ils considèrent Mayotte, si ça devient un département français en 2011 comme prévu, si ça devient une région ultra-périphérique de l'Europe, alors que tous ces pays ont condamné la France comme occupant illégalement Mayotte. Bon, il y a des histoires comme ça qui sont détaillées notamment sur le 4 pages qui vient de vous être proposé, qui vous est proposé sur le stand en sortie. Donc, j'en profitais de cette question sur la passerelle de Mayotte. Donc, a priori, aller à Mayotte ne permet pas de venir plus facilement en France. Dès que beaucoup de Comoriens viennent en France, mais il faut qu'ils demandent spécifiquement de venir en France. C'est pas pareil que de demander de venir à Mayotte. Donc, l'autre question,
met le doigt sur un sujet qui fait plus mal, mais excusez-moi, je crois que j'ai oublié une partie de la question, si vous pouviez rappeler les grandes lignes, de la question. Merci, oui, c'est pour... Enfin, moi j'observais sur place là-bas. Sur la division entre les Mahorais et les entre guillemets clandestins, et il y avait autre chose dans votre question? Non, c'était simplement, moi j'avais observé effectivement l'activité policière entre guillemets sur les côtes, principalement. J'avais l'impression que ça avait changé au cours du temps, depuis 86. Je pense depuis 86, sur place on parlait beaucoup, il y avait presque des émeutes anti-anjouanaises, et en discutant avec les gens des deux côtés, c'est vrai que c'est assez plus brouillon, c'est pas si simple, quoi. Oui, ça me permet de compléter, parce qu'il y a des choses importantes que je n'ai pas dites pour être bref dans mon première introduction. Effectivement, il y a deux dates importantes. Il y en a une que j'ai signalée, 1995, où le visa est introduit. Donc ça fait partie de cette politique de division entre les îles. Et puis, une autre date qui est 2005, l'époque où le ministre de l'Outre-mer d'alors, François Baroin, a dit qu'il faudrait peut-être envisager, pour lutter contre l'immigration clandestine, de renoncer au statut du droit du sol dans certaines collectivités d'outre-mer pour passer au statut du droit du sang. Donc les collectivités d'outre-mer visées, c'était la Guyane, qui est pourtant un dôme, et Mayotte, là où il y a le plus où les frontières sont les plus poreuses. Et donc ça, du point de vue législatif, ça a fait un flop. Le Conseil constitutionnel a tout de suite dit qu'il était hors de question de changer le mode d'accession à la citoyenneté pour certains territoires français et pas pour d'autres. Parce que je rappelle que le droit du sol, ça consiste à dire qu'à partir du moment où on vit sur le sol, ou sous certaines conditions, qu'on y est né, qu'on ait vécu un certain temps, on a droit à la citoyenneté française, à devenir français. Et le droit du sang, c'est qu'il faut avoir un ou des parents français obligatoirement pour être de nationalité française. Donc la France est sous le statut du droit du sol, et donc l'accès de la citoyenneté à la citoyenneté est partout le même dans la République. Donc ce projet a été retoqué par le Conseil constitutionnel. Donc du coup, l'UMP envisage, comme ça, sans trop oser le dire, de passer au statut du droit du sang partout en France. Donc vous imaginez l'ampleur du phénomène, hein, tout ça pour conserver quelques points stratégiques à des milliers de kilomètres d'ici. La Guyane va partir la fusée, c'est la seule chose qui les intéresse. Mayotte pour pouvoir avoir un satellite d'observation militaire et une base de légionnaires, des bases militaires. Pour ça, ils envisagent de faire changer le statut même de l'accession à la citoyenneté par le droit du sang. Mais revenons sur ce qui s'est passé en 2005. Ces déclarations de François Baroin, même si le projet a été retoqué au moins provisoirement, ça a servi de déclencheur de haine, ça a été un message qui a été distillé. C'était une pression qui était faite sur place par un député démagogue et raciste, enfin xénophobe, anti-comorien des autres îles, Mansour Kamaridine, le député de Mayotte d'alors, qui n'a pas été réélu mais pour d'autres raisons. Donc il demandait à ce qu'il y ait plus de moyens mis pour chasser les clandestins, ce qu'ils appellent les Comoriens, c'est-à-dire les Comoriens des autres îles. Ils sont Comoriens eux aussi, mais bon, il y a une certaine schizophrénie là-dedans. Et donc il y a eu une campagne qui a été impulsée par cette déclaration de François Baroin, et ça a débouché aussi officiellement par des communes, des maires qui ont fait incendier des villages des hameaux où vivaient des Comoriens. Leurs maisons ont été incendiées aussi. Donc tout ça, on le voit dans le film Un aller simple pour Mahorais. Les bateaux aussi ont été incendiés. Il y a eu des chasses à l'homme qui ont été organisées, donc des leaders politiques locaux qui ont organisé des chasses pour aller traquer l'enjouané, enfin les Comoriens à Mayotte, partout où on connaissait qu'il y en avait un. Si on ne le dénonçait pas, c'était pas bien. Et on organise un peu par bourgmestre. Ça rappelle une page historique tragique d'autres endroits en Afrique. Voilà une chasse à l'homme, une traque, une haine chauffée à blanc, à tel point qu'à un moment il n'y avait même plus de bateaux pour expulser, fin 2005, il n'y avait même plus de bateaux pour expulser les étrangers, entre guillemets, et il y en avait qui commençaient à se cacher dans les forêts, etc. Qui rappelle très explicitement des situations de crimes contre l'humanité telles qu'elles ont eu lieu ailleurs en Afrique. Et puisque je parle de crimes contre l'humanité, je ne suis pas allé au bout de mon propos tout à l'heure quand je disais que, évidemment, comme du point de vue du droit international,
les Comoriens qui changent d'île pour aller à Mayotte ou ailleurs ne franchissent aucune frontière. Du coup, quel est le statut en droit international de ces 13 000 expulsions par an? Eh bien, c'est un déplacement forcé de population qui est défini par les statuts de la Cour pénale internationale comme un crime contre l'humanité. C'est-à-dire que depuis juillet 2002, où la Cour pénale internationale est entrée en fonctionnement, on peut dire que toutes ces expulsions tout à fait officielles et dans les registres français sont, du point de vue du droit international, des crimes contre l'humanité. Si les Comoriens s'unissaient pour arriver à porter plainte devant la Cour pénale internationale, ça pourrait avoir un certain retentissement. Oui, je réponds rapidement à trois questions que j'ai notées. Pour l'Algérie, quelqu'un d'entre vous a demandé si les sans-papiers qui sont refoulés en Algérie, c'est risque quelque chose par ailleurs de la part des autorités algériennes. Bon, pas automatiquement, il n'y a pas de loi par rapport à ça, mais ce qui est vrai, c'est qu'il y a trois cas quand même où ils risquent quelque chose, si je peux dire. D'une part, ils sont connus quand ils sont en Algérie comme agitateurs ou comme contestataires. Vous savez, il y a beaucoup de mouvements sociaux en Algérie, il y a eu beaucoup de mécontentement, il y a eu beaucoup de grèves, etc. Et c'est vrai que lorsque quelqu'un qui est venu en France, qui est renvoyé en France, donc qui est renvoyé en Algérie, et qui est connu là-bas comme contestataire ou comme agitateur, c'est vrai qu'il risque quand même d'être mal reçu en arrivant là-bas. Également, par ailleurs, s'il a été aussi persécuté, s'il est venu notamment parce qu'il est persécuté par des islamistes, même si heureusement la fameuse guerre civile, entre guillemets, qui est entre 93 et puis 2001-2002 a fait environ peut-être 200 000 morts, heureusement est terminée. Par contre, vous savez que je dirais les islamistes existent toujours. Il y a encore quelques attentats, il y en a beaucoup moins, mais quand même, il y a quand même encore, et il y a encore des gens qui sont menacés par des islamistes. Par conséquent, là aussi, s'ils étaient très anti-islamistes et persécutés par des islamistes, dans certaines régions, en tout cas, dans certains endroits, eh bien, ils risquent encore d'avoir des ennuis et d'avoir aussi d'être persécutés. Puis autre cas aussi, s'ils sont participent au mouvement berbère, c'est quand il y a un mouvement berbère, il y a un problème de la Kabylie, important en Algérie, et s'ils étaient militants qui ont lutté un petit peu avec le mouvement berbère contre, je dirais, un écrasement de leur spécificité par le gouvernement algérien, ben là aussi, ils risquent aussi, en tant que militants berbères, aussi d'avoir des ennuis. Par conséquent, je dirais, c'est quand même pas sans péril, même si officiellement, légalement, il n'y a pas, je dirais, automatiquement, je dirais, ils ne sont pas attendus automatiquement, bien sûr, en arrivant à Alger ou à Constantine. La question qu'on m'a posée aussi, est-ce qu'il y a des pays européens quand même qui sont plus accueillants par rapport aux étrangers, par rapport aux migrants? Là, j'ai eu beaucoup à répondre parce que, on peut dire que depuis quelques années, c'est une grande graine, ça peut dire, qui gagne l'ensemble de l'Europe. Alors c'est vrai qu'il y a quand même des pays peut-être nordiques, comme le Danemark, comme la Suède, beaucoup moins maintenant. Hein. La Norvège, peut-être que là, je crois qu'il y a encore une tradition d'accueil, d'hospitalité qui est quand même encore assez forte. Mais encore une fois, il y a quand même une logique, je dirais, de méfiance et de persécution, une logique policière et de contrôle qui quand même gagne l'ensemble de l'Europe. L'Espagne, on pourrait citer l'Espagne, parce que l'Espagne, ils ont quand même régularisé près que, je dirais, 600 000 il y a 2-3 ans. Mais par ailleurs, j'ai qu'à voir par exemple en Andalousie, pour cultiver des fruits et légumes, notamment, je dirais, l'exploitation inimaginable, notamment des migrants marocains. Donc, j'hésiterais beaucoup à présenter l'Espagne comme modèle, on peut dire, d'accueil et d'intégration. Donc, vous voyez, encore une fois, il y a une logique telle dans l'ensemble de l'Europe qu'il y a une telle pression aussi de l'Union européenne, en tout cas sur les pays de l'Union européenne pour qu'ils appliquent la même politique, qu'il y a de moins en moins. Mais la France, je dis ça parce que c'est qui est vrai. Je ne dis pas que c'est des pires, mais c'est quand même des pires quand même. Vraiment. D'ailleurs, qu'à part par exemple le droit de vote des résidents étrangers, la France est l'un des seuls pays à ne pas reconnaître le droit des résidents étrangers, je dirais non européens, aux élections locales, par exemple. Vous savez que chaque année, on fait une campagne, avec même des urnes au centre-ville, pour demander si vous êtes d'accord de reconnaître ce droit de vote des résidents étrangers aux élections locales. Et c'est vrai que Sarkozy, avec ses lois, puis même bien avant avec Pasqua, etc., c'est vrai qu'on a montré le chemin, le mauvais chemin, depuis très longtemps, et qu'on est vraiment certainement un des pays qui a la logique
obsessionnel de percevoir les migrants et de demander d'asile un petit peu, de les criminaliser et de les terroriser. Donc moi, ce qu'on peut dire, c'est que la France n'est vraiment pas au bas de l'échelle, ou en haut de l'échelle, comme il faudra par rapport à ça. Dernière chose, c'est vrai que de plus en plus, de sans-papiers, surtout qui sont venus de façon illégale, détruisent leurs papiers. Quelquefois, leur passeport, etc., pour ne pas s'identifier. Car c'est vrai que pour être expulsés de leur pays d'origine, il faut qu'ils soient reconnus par les autorités, par le consulat de leur pays. Par conséquent, il y a souvent, je dirais, ils sont tellement terrorisés à l'idée d'être refoulés dans leur pays, puisqu'il y en a de moins en moins qui peuvent venir de façon légale. De venir de façon légale en France, ça veut dire avoir un visa. Et comme on délivre de moins en moins de visas maintenant, c'est aussi une manière un petit peu de contrôler en amont la venue des migrants et des demandeurs d'asile, eh bien, désespérés, ils viennent par tous les moyens, au risque de leur vie. Et par conséquent, quand ils sont dans un bateau Sérac, ils sont accostés et qu'on demande leur papier, soit ils détruisent préalablement leur papier, en espérant que cet anonymat, ça veut dire, garanti par l'ensemble de papier, leur permettra de ne pas être refoulés dans le pays d'origine. C'est vrai que c'est de plus en plus. C'est un moyen de défense. C'est pour ça d'ailleurs qu'on prend aussi souvent parfois par l'ADN, aussi leurs empreintes. Donc, quand ils franchissent maintenant en principe les frontières de l'Europe, même une frontière lointaine, en Maghreb, etc., on prend leurs empreintes justement pour les identifier, et de façon à ce qu'il n'ait pas cet échappatoire d'être sans papier au sens littéral du terme. Moi, je voulais juste faire une petite intervention pour dire que la façon dont j'ai entendu présenter la situation de la migration en matière d'invisibilité, on essaye de rendre invisibles les choses, on remarque que cette invisibilité se trouve aussi sur tout ce qui est pauvre en fait. On le voit en France, on le voit en Italie, d'ailleurs des mouvements qui s'appellent tutti bianchi, qui veut dire nous sommes tous des invisibles. C'est-à-dire que tous ces gens qui sont pauvres, qui sont des petits revenus, qui sont sans logement, etc., sont tous des gens dont on voudrait voir qu'ils n'ont plus de liberté de circuler ni d'exister et qui sont invisibles. Et préciser que, par exemple, dans le mouvement des sans-voix dont parlait Jo, et vraiment, je ne savais pas, mais je suis vraiment contente d'apprendre qu'il y ait des maniens qui s'inscrivent, qu'il y ait un collectif, parce que c'est super, ça veut dire qu'il y a tout ce boulot qu'on fait depuis 30 années. Voilà, c'est vraiment super. Il y a aussi des groupes comme les questions du DAL, du droit au logement, il y a les chômeurs d'Europe, il y a tous ces gens-là qui appartiennent à cette mouvance qui essayent de rendre visible ce qu'on s'échine à nier et à rendre invisible. Et ce qu'on essaye de faire, c'est opposer les pauvres entre eux, qu'ils soient ici en France ou à travers le monde, pour justement que les Cadillacs continuent à circuler tranquillement, accompagnés de leurs tonnes de fric. Et donc voilà, merci. J'ai connu un cas il y a peut-être 20 ans maintenant. Est-ce qu'il existe encore, est-ce qu'on donne des papiers, parce qu'il y avait un papier d'apatride. Je voudrais simplement savoir, comme me disent, un mot sur Bob Dylan. Depuis Hugo jusqu'à Chirac. Au départ, qu'il a utilisé, il a travaillé au compte de qui? Et puis, lorsqu'il a terminé pendant 11 ans à l'utiliser en 3 dirigeants différents, quelle a été l'attitude de l'ONU, de la France et tout, et comment elle est arrivée aujourd'hui où on sent que le président, le pays, enfin, les différents gouvernements français qui l'ont utilisé, l'ont presque relâché. Bonsoir. Alors, moi non plus, je ne voudrais pas polémiquer sur les chiffres, mais s'agissant de Mayotte, quand même, il y a une chose qu'il faut reconnaître, c'est que là-bas, ils sont dans une situation où l'administration fabrique les sans-papiers, parce que beaucoup d'entre eux peuvent prétendre un titre de séjour, et à ce moment-là, ne se retrouveraient pas dans une situation de régularité.
Et sinon, je voulais vous demander quel est votre sentiment sur le groupe de travail de haut niveau. Qu'est-ce que vous en pensez? Merci. Bien. Merci pour tous ces enrichissements et ces questions. J'avais parlé dans ma première introduction uniquement de la première phase de la destruction des Comores par les services secrets français, celle de Bob Denard, donc sur quoi je vais revenir. Et donc il y a une question sur l'arrêt des condamnations de l'ONU qui nous renvoie à la deuxième phase de la destruction des Comores, dont je n'ai pas dit un mot, qui est la crise séparatiste. Alors, je vais en faire un peu d'histoire des Comores. Bob Denard, alors quel est son parcours? Je l'ai rapidement rappelé, hein, des séries de coups d'État, il était à peu près à chaque fois derrière, plus toute une série de coups tordus, on ne sait plus où sont les complots, tellement c'est tordu justement. Il a été jugé 2 fois par des tribunaux français, Bob Denard, une fois pour une tentative de coup d'État très maladroite au Bénin en 1979, et puis une autre fois, 3 fois. Une autre fois pour l'assassinat du président comorien Abdallah en 1989, et puis donc son 3e procès, c'était pour le renversement du président Jowar aux Comores en septembre 1995. C'est extrêmement instructif, donc maintenant c'est tout à fait officiel. Bob Denard, effectivement, a toujours agi pour le compte de la France, il a toujours été un agent des services secrets français, ce qui est évidemment en permanence nié par les instances officielles et par lui-même. Et puis 10 ans après, on a Maurice Robert, qui a toujours été le grand ponte des services secrets français, qui explique dans son livre de mémoire que Bob Denard a toujours agi sous ses ordres. Et puis quand il passe en procès, alors le premier procès pour le coup d'État au Bénin, on a eu tous les hauts gradés des services secrets. D'ailleurs, pour ces 3 procès, on a eu les plus hauts gradés des services secrets français qui ont défilé à la barre pour dire que cet homme servait la France, notamment pour le coup d'État pour l'assassinat du président Abdallah en 1989, on a eu, et pour le renversement de Jowar, on a eu pêle-mêle Michel Roussin, donc ex-numéro 2 de la DGSE, ex-ministre de la coopération, etc., donc maintenant numéro 1 de Bolloré International. On a eu Maurice Robert, on a eu Lacaze, on a eu toutes les plus grosses villes des services secrets français sont venus défiler à la barre à chaque fois pour intimider le juge, pour expliquer que ce monsieur agissait pour la France. Et c'est pas seulement pour intimider le juge, juridiquement, ça atteignit la peine. D'ailleurs, il faudrait que vous cherchiez sur le site Billets d'Afrique Info, il faudrait que je donne les références d'un dossier spécial Denard. J'ai plus la référence exacte en tête, donc si vous cherchez sur Billets d'Afrique Info, vous trouverez la petite recension que j'ai faite du dernier procès de Bob Denard sur son coup d'État de 1995. Eh bien, les attendus du procès, tout ce qui est dit, tout le bilan officiel du procès, c'est exactement tout ce qu'on essayait de dire que les Comoriens dénoncent depuis des années, qui était toujours nié par la France. Là, c'est reconnu officiellement pour atténuer, voire anéantir la peine de Bob Denard. Donc, c'est-à-dire, on a dit effectivement, vu que ce coup d'État servait bien les intérêts de la France, que la France a tout de suite reconnu le régime qu'elle a mis en place après ça, que les autorités qui ont été mises en place, c'est-à-dire les putschistes qui ont été mis en place par Denard, ont tout de suite amnistié les auteurs du coup d'État, évidemment, c'était les commanditaires, bon, etc., etc. Donc, on choisit de ne pas prononcer de peine de prison ferme, ni pour Bob Denard, ni pour ces hommes. Bon, voilà un petit peu la trace officielle, donc l'attestation officielle que Bob Denard a toujours agi pour l'Élysée et les services secrets français. Donc ça, c'était la première phase de la destruction des Comores jusqu'en 1995, et puis un petit peu après, son fils est resté encore aux affaires aux Comores, le fils de Bob Denard. En 1997, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que l'ONU, à partir de là, ne débat plus de la question de condamner l'occupation de Mayotte par la France? Eh bien, c'est parce que les Comores explosent. C'est-à-dire que sur l'île d'Anjouan, il y a des mouvements militaires qui prennent la direction de l'île en jouant la Marseillaise, en mettant le drapeau français, en disant que nous voulons être rattachés à la France. Donc le séparatisme entre les îles est couplé au rattachisme, comme on dit, donc ils demandent d'être rattachés à la France comme Mayotte. Et qu'est-ce qu'on voit à la tête de ces mouvements qui font des coups d'État sur des îles pour séparer les îles les unes des autres? Il y avait 2 têtes. Un mouvement dont le
dirigeant était le Combo, le bras droit de Bob Denard, et un autre qui était un colonel franco-comorien, un Anjouano-toulousain, qui fait partie donc, des services secrets français très explicitement. Et ce séparatisme, donc au départ, était illégal, c'était des cessations de deal. On en a profité, les services secrets français avec Bob Denard, on en a profité pour mettre une autre barbouze, le colonel franco-comorien à la tête des Comores, le colonel Azali. Bon, on est sorti de crise, je passe les épisodes, on a adopté une nouvelle constitution. La République fédérale islamique des Comores est devenue par un statut adopté fin 2003, l'Union des Comores, avec une présidence d'île et puis des présidents de chaque île autonome. Alors les 4 îles sont toujours citées dans cette nouvelle constitution. Et donc des élections truquées ont conduit à Anjouan un séparatiste, donc un putschiste Anjouan, qui à la fin de son mandat a refusé les élections. Et donc, je ne rentre pas dans le détail, c'est raconté ça aussi dans le 4 pages qui est à notre disposition à la sortie. À la fin, quand l'Union africaine a décidé d'une intervention armée pour le déloger, le colonel Bakar, eh bien, il a tout de suite trouvé refuge, enfin, il est allé se réfugier à Mayotte, et la France a déployé tout un génie de rhétorique pour ne pas le condamner, ne pas le faire juger, refuser de l'extrader vers les Comores. Et Sarkozy a usé son téléphone jusqu'à la corde pour trouver enfin un chef d'État en Afrique qui acceptait de lui accorder le refuge. Donc il est au Bénin, je crois. Donc Bakar n'a pas été condamné, pas été jugé, alors qu'il ne risquait absolument pas la torture ou un procès inéquitable aux Comores, et que tous les crimes qu'il a commis, dont il est responsable, c'est son gang armé qui terrorisait Anjouan, a persécuté toute l'opposition, tous ceux qui lui étaient défavorables ou ceux qui étaient favorables au président Sambi de l'Union, torture, viol, persécution des opposants, etc. Donc tout cela est avéré par des rapports, mais la France a refusé de l'extrader et lui a trouvé un refuge au Bénin. Donc on protège Bakar, on protège les séparatistes, qui sont tous des barbouzes françaises, parce qu'ils ont détruit les Comores. D'abord Bob Denard et ensuite les séparatistes ont détruit les Comores pour le compte de la France, comme je le disais, pour inciter les Mahorais à vouloir rester français en voyant face de l'autre côté du canal eh bien, une misère profonde, une incapacité à mettre en place quoi que ce soit au niveau de l'État. Effectivement, quand l'État est baladé par des séparatistes, des putschistes, des mercenaires, il n'y a rien qui peut se construire. Donc voilà pourquoi effectivement l'ONU n'a plus discuté de la condamnation de la France, rendre Mayotte aux Comores, c'est qui les Comores quand chaque île a sa présidence séparée. C'est la crise séparatiste qui a mis fin à cela. Et des fortes pressions maintenant que les choses sont calmées, des fortes pressions sur le président des Comores lui font comprendre qu'il ne peut pas remettre cette question à l'ONU, même si l'Assemblée l'Assemblée comorienne de l'Union des Comores fait un fort lobbying là-dessus. Bon, il y aurait long à dire, c'est un peu à côté par rapport au sujet principal de ce soir. Sur le centre de rétention administrative, donc j'en ai un petit peu parlé, là aussi, dans le 4 pages, là aussi, il y a un article qui avait été créé à l'époque à partir du rapport de la Commission nationale de déontologie de la sécurité. Donc je laisserai Jobriand répondre à toute une partie des questions de cette intervention sur les centres de rétention administrative, etc. Donc effectivement, comme je l'ai dit, c'est des conditions totalement inadmissibles, et la traque aux sans-papiers, c'est ce dont j'ai déjà parlé ce soir. J'ai oublié de préciser qu'en toute illégalité, on expulse les enfants sans parents. C'est totalement illégal et c'est totalement avéré. D'ailleurs, l'administration française l'a avoué sans phare. Quand on a un enfant, on le rattache à un adulte au hasard pour l'expulser. Théoriquement, ils sont obligés de les expulser avec leurs parents. Ils ont interprété ça par le rattacher à un adulte, n'importe lequel. Nicolas Sarkozy a déjà montré dans l'affaire des oiseaux de l'Arche de Noé que pour lui, la parentalité en Afrique, c'est un petit peu autre chose. Voilà, on voit comment il fait expulser les enfants de Mayotte sans même leurs parents. Ils vont les chercher dans les écoles, etc. Tout est totalement illégal, hors droit, etc. Et donc
la fabrique de sans-papiers à Mayotte, effectivement, la fin du documentaire d'Agnès Fouillou, encore une fois, il est indispensable d'aller le voir, est très explicite là-dessus. On nous montre vraiment comment l'argument de la nécessité d'introduire un droit du sang parce que les Comoriennes viendraient accoucher à Mayotte pour que leurs enfants aient la nationalité française, on nous montre comment c'est une ineptie totale, tant tous ceux qui ont toutes les raisons d'être nationalisés français à Mayotte ne le sont pas parce que les préfectures font des blocages. Bon, tout ça est détaillé dans le film, mais il est évident que tout ce qu'a produit comme rhétorique le gouvernement, enfin l'UMP au gouvernement depuis avant l'élection de la présidence de Sarkozy, depuis le début, pour justifier une particularité des expulsions de Mayotte, droit du sang, etc., tout repose sur des mensonges. Donc la possibilité d'obtenir la nationalité française, c'est totalement faux. Hein, on voit bien comment ça se passe au niveau de la préfecture et tout. Et y a la principale raison, on nous sort des statistiques du chapeau, hein, vous savez, c'est la spécialité de Sarkozy, donner des pourcentages qui sortent de l'Institut Pifométrie, jamais vu nulle part. Il y a des statistiques qui nous ont sorti comme quoi la principale cause de l'immigration à Mayotte, ça serait pour aller accoucher pour que les enfants soient français. Bon, déjà, ça serait une erreur parce que c'est faux factuellement, il est impossible d'obtenir la nationalité française comme ça. Et puis en plus, il y a eu une étude de l'INSERM, donc le grand laboratoire de recherche français à côté du CNRS, plutôt spécialisé sur les études médicales, qui a fait une étude sur l'accès aux soins à Mayotte, a fait une enquête pour savoir quelles étaient les causes d'immigration. Bon, on voit des causes essentiellement économiques, d'autres causes, se soigner, l'éducation, etc. Mais il n'apparaît nulle part dans ces statistiques qu'on immigre à Mayotte pour que son enfant ait la nationalité française. Ou alors c'est très marginal. Ça n'apparaît absolument pas clairement. Tout ce que l'on nous sert, le gouvernement UMP, les gouvernements UMP, là-dessus, ce sont uniquement des mensonges, c'est basé sur rien du tout. Donc voilà comment on fabrique des faux papiers, des faux sans-papiers, pardon. Je ne sais pas si ça répond en partie à la question que vous posiez là-dessus. Et sinon, il y avait une question sur le... Alors, personne n'a dû comprendre de quoi il s'agissait, le GTHN, pardon. Eh bien, c'est un groupe de travail de haut niveau, Dixit, l'appellation officielle franco-comorienne, qui a été mis en place. Donc le président Sambi c'était le premier président de l'histoire des Comores élu démocratiquement, il y a 2 ans. On lui a mis beaucoup de bâtons dans les roues avec le séparatisme, etc. Il a eu un geste très courageux il y a 1 an, pendant que la France refusait d'expulser Bakar, le séparatiste dont je vous parlais. Il a dit, eh bien, si c'est comme ça, je refuse tout retour d'expulser de Mayotte. Et ça a duré 1 ou 2 semaines, mais il a subi des pressions telles qu'il a été obligé de les réaccepter. Et ça donne une idée des pressions. Enfin, il m'est impossible comme ça de vous faire imaginer le niveau de pression qui subit. Imaginez cet archipel que la France a eu l'habitude de gouverner directement. Il y a toujours des barbouzes françaises qui donnent des ordres au chef d'État comorien dans le palais présidentiel de Moroni, même des anciens putschistes, des censés être des putschistes ou quoi, parce que des coups tordus il y en a. Eh bien, dans un palais totalement sous contrôle français, on n'admet pas qu'il puisse y avoir une autonomie sur une question aussi importante que les expulsions de Mayotte ou des choses comme ça. Donc il est totalement tenu, malgré ses progrès électorales, malgré ce qui peuvent être ses ambitions personnelles, malgré le Parlement de l'Union des Comores qui est remonté contre la France et toutes les trahisons des Comoriens pour la France. On comprend les pressions qu'ils ont en face, ils ont quasiment le calibre sur la tempe, hein, les gouvernements comoriens. Eh bien, il a cédé, il a accepté la mise en place d'un groupe de travail de haut niveau qui est là pour discuter. Ça ressemble un peu aux accords Sarkozy sur l'immigration choisie, etc. Enfin, c'est pas explicitement centré sur la facilitation des expulsions de Mayotte, mais il y a ça, puis il y a des volets soi-disant de coopération, etc. Bon, bref, pour les Comoriens, ce sont très explicitement des collaborateurs de la France pour un dispositif de collaboration franco-comorienne pour accorder, pour faire plier les instances comoriennes pour laisser Mayotte officiellement à la France. En résumé, c'est ça. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Voilà comment on le perçoit.
Bonsoir, je m'appelle Tom, je suis un migrant anglais en France et d'un côté je suis content d'avoir le droit de rester en France, d'habiter en France et d'avoir presque le droit d'un Français. Je ne peux pas voter mais quand même j'ai beaucoup de droits. Et je m'interroge, moi-même sur un côté je suis content mais sur l'autre j'ai un sens de culpabilité, un sens de honte en fait, qu'il y a tant de monde qui sont migrants aussi, qui ont pas du tout les droits, qui ont les droits bafoués. J'ai parlé une fille qui est dans cette situation-là. Et je pense que, est-ce que c'est pas le moment qu'on revendique ensemble pour les droits égaux pour tous. Enfin, est-ce qu'il faut, c'est pas le temps de rejoindre la lutte des sans-papiers, la lutte des sans-papiers, c'est pour les petites circulations, d'installation pour tous. Moi, je pense que c'est tout à fait le moment et on est un peu en retard. Okay. J'ai habité j'ai habité à Duf, juste en face de Calais, pendant plusieurs années. Et dans ce moment-là, je me suis battu pour la liberté de circulation et avec les militants à Calais. Et comme tout le monde sait, en ce moment, la situation à Calais est devenue, continue d'être incroyable, quoi, et il y a une situation très très dure qui les migrants là-bas subissent. Et je pense que maintenant on essaie, on essaie de mise en place un réseau pour battre contre ces frontières. Et je vous invite, si ça s'intéresse, de peut-être me poser une question après cette réunion. Donc, on est prévu d'avoir un campement pour battre contre ces frontières qui ont créé une situation de crise humanitaire en France dans ce pays. Merci. Très rapidement, j'ai pris deux ou trois points par rapport à l'intervention qui ont été faite. Marie-Thérèse Luret qui soulignait le fait que dans les centres de rétention, qui sont à la lisière de l'Europe, Maghreb, etc., mais aussi même un peu aussi un petit peu en France, pas forcément dans les centres de rétention, mais même dans la pratique administrative, il y a dans les centres, dans les camps d'internement, encore une fois donc dans les pays du Maghreb, etc., là c'est très net, j'ai vu beaucoup de témoignages, très rapidement il n'y a pas d'accompagnement administratif qui est prévu pour examiner la situation et pour voir un peu dans quelle possibilité ils pourraient postuler au droit d'asile par exemple, ou à un droit même comme migrant économique. Comme on dit, ils sont entassés là, il y a peu d'associations qui peuvent y entrer, si elles sont un peu médicales, il y a Amnesty qui est entré plusieurs fois pour faire une enquête. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas d'association comme par exemple le CIMAD dans le centre de rétention en France, qui est là en principe un peu pour aider un petit peu pour des démarches administratives. Il n'y a pas d'équivalent dans ces centres de rétention en Algérie, au Maroc, en Tunisie ou en Libye. C'est plutôt humanitaire et encore très très peu. C'est encore une fois une sorte d'opacité, c'est une sorte très opaque et très difficile de savoir ce qui s'y passe, très difficile d'y entrer. Et en plus, il est interdit de rapporter un engagement que doivent prendre ceux qui entrent, de ne pas publier, de ne pas faire connaître ce dont ils sont des témoins. Et pas un engagement écrit, formel. Par conséquent, et ça c'est aussi quand même à dénoncer, cette opacité de ce qui est de vécu et de situation dans ces pays, dans ces camps d'internement. Mais en France aussi, on remarque de plus en plus maintenant dans les pratiques ici depuis la préfecture de l'Isère, c'est aussi dans toute préfecture, c'est que maintenant, même pour déposer une demande,
C'est de plus en plus difficile. On demande maintenant des choses, on ne passe pas, enfin, on demande des pièces, de plus en plus de pièces, pour même déposer une demande. Et par conséquent, on essaie de dissuader, avant même que quelqu'un ait déposé une demande, mais de dissuader de le demander, tellement on exige de lui un certain nombre de pièces pour justifier le fait qu'on lui donnera un dossier à remplir. Et ça, c'est extrêmement grave. D'autre part, on a parlé de Calais tout à l'heure. Vous savez qu'Éric Besson était allé au Calais ces jours-ci, hier. Il était là parce qu'il passait à... Et bon, Éric Besson, il n'a pas pu ne pas voir, je dirais, jusqu'à son humanitaire catastrophique, des migrants, environ 500, qui soient afghans, qui soient irakiens, etc., qui cherchent à entrer en Bretagne. Donc lui, il a dit que c'était une condition humanitaire, je dirais, difficilement acceptable. La solution qu'il a trouvée, c'est pas de faire un camp, c'est pas de rétablir Sangatte, c'est pas de les protéger, c'est pas qu'ils dorment sous tente, etc., pas du tout. Qui continuent à crever comme ça, mais par contre, on va faire en sorte il a dit, on va faire en sorte d'assécher, si on peut dire, la venue de ces migrants-là, en rendant encore plus difficile le fait d'aller en Angleterre. C'est-à-dire de rendre tellement impossible en Angleterre, ça les découragera de venir à Calais. C'est la seule solution qu'il a proposée. Tout en reconnaissant que c'est une situation humanitaire inacceptable, qu'ils dorment dans les bois, etc., dans des conditions absolument invraisemblables, militer, les intempéries, dans des conditions absolument épouvantables. Il l'a reconnu, mais il a dit, ben voilà, la seule solution, c'est qu'il n'est plus à venir à Calais, puisqu'on rendra impossible le passage, on rendra totalement, je dirais, imperméable la frontière entre la France et l'Angleterre. Maintenant, à un moment donné, quelqu'un a parlé sur la libre circulation. Moi, je n'ai pas bien compris si c'est pas une question, une remarque, mais je crois que c'est important d'insister là-dessus. C'est que souvent on nous dit, mais libre circulation, ce sera un appel d'air, c'est pas possible, c'est illusoire, c'est utopique, c'est vraiment un slogan ou un mot d'ordre qui est injustifiable parce que jamais on pourra admettre la libre circulation des personnes, il y a des frontières, et puis les gens se protègent, les pays se protègent, etc. Et je crois que c'est important de montrer que, contrairement à ce qu'on croit, ce ne serait pas un appel d'air, puisque dans la plupart des pays européens, en tout cas en France c'est très net, le nombre d'étrangers par rapport à l'ensemble de la population française, malgré depuis 1945 l'extrême variation des politiques qui ont été menées, parfois plus souples, parfois beaucoup plus ouvertes, parfois beaucoup plus fermées, et bien constamment il y a une sorte d'autorégulation incroyable de la société française qui fait que l'ensemble des étrangers vont à peu près 7,8% de l'ensemble de la population. Par conséquent, ça montre bien qu'une ouverture des frontières, une fermeture des frontières, ça n'empêche pas qu'une sorte d'autorégulation du nombre d'étrangers par rapport à l'ensemble de la population française. Par conséquent, c'est un faux argument, puis il y a d'autres arguments qu'on pourrait aussi, d'autres réponses qu'on pourrait faire à cette-là, mais nous pensons que c'est pas uniquement parce que c'est conforme à la déclaration universelle des droits de l'homme, mais aussi parce que, je dirais parce qu'en fait, comme on se croit, c'est peut être un appel d'air et que c'est tout à fait, je dirais, encore une fois, c'est conforme au droit international, à la libre circulation des personnes. Donc ça nous paraît, je dirais, un mot d'ordre qui est juste et justifié. Voilà. Moi, j'aimerais ajouter une petite précision. Je crois qu'il y a un monsieur qui a posé une question. Est-ce que les expulsés de la France subissent le même traitement que les candidats à l'immigration arrêtés au Maghreb? Moi, je dirais oui, mais contrairement au Maroc, à la Tunisie et à l'Algérie, la Libye s'est engagée aux côtés de l'Europe. Comme quoi, les expulsés non identifiés de la France ou de l'Europe, par exemple, si on doute sur l'identité de la personne, c'est un Guinéen ou bien c'est un Malien ou bien c'est un Burkinabé, la Libye est prête à accepter ces immigrés-là et ces expulsés, les mettre dans un centre de rétention jusqu'à ce qu'on puisse l'identifier et le renvoyer dans son pays d'origine. En fait, moi j'aimerais aussi intervenir sur certains points. Moi je trouve que la situation est tellement critique que c'est vraiment pire quoi. Puisqu'à l'époque, on peut dire à l'époque c'était l'esclavage, après il y a eu la colonisation, mais maintenant c'est l'immigration. Moi je trouve que quand on regarde quand même, on trouve, quand on essaie de trouver la cause de part de ces immigrants,
On trouve quoi? On trouve que c'est des raisons économiques, des guerres, ou peut-être des demandes d'asile, quoi. Mais pourquoi tout ça? Mais on sait quand même que les raisons économiques, on sait pourquoi il y en a. C'est toujours provoqué par les puissances. Les guerres, pareil. L'asile, c'est toujours les politiques. Mais pourtant, quand ils arrivent en France, par exemple en France ou en Europe, mais qui ne profitent pas de ces étrangers sans papier? Qui? L'État en profite, les entreprises en profitent, les politiques en profitent, et même les banques en profitent. Tout le monde en profite. Mais pourtant, on les explique comme des ébauches, quoi. Les politiques en profitent. Pourquoi? Parce qu'on a fait de l'immigration une ressource politique. Ouais. Donc maintenant, l'État en profite parce qu'il paye quand même ses travailleurs sans papier. Il paye les impôts, il paye les charges sociales, mais l'État ne bénéficie pas. Il ne bénéficie d'aucun de ses droits. Rien du tout. Et les banques, quand on envoie de l'argent au pays, on passe par les banques pour envoyer ces sous. Mais personne ne dit rien. Personne ne dit rien quand il s'agit de rendre service à l'État ou aux politiques ou aux entreprises ou à la banque, personne ne dit rien. Mais quand il s'agit d'expulser, on voit qu'il y a plein de candidats qui sont prêts à rendre ce service et même gratuitement. Mais moi je trouve que quand on regarde dans les centres de rétention, c'est pas uniquement des clandestins. Il y a aussi des sans-papiers qui ont été provoqués par l'État lui-même. Comme quoi, quand on prend par exemple les étudiants, on trouve plein d'étudiants maintenant dans les centres de rétention, mais pourtant c'est pas parce qu'ils ont fait autre chose, non, c'est pas ça, c'est uniquement parce qu'ils ont redoublé une classe, par exemple, ils ont redoublé une classe, donc ils n'ont plus droit à un titre de séjour. Il y a ça, il y a même des chefs d'entreprise qui sont dans les centres de rétention aujourd'hui, mais pourtant ils ont une entreprise, ils ont des salariés à payer, mais pourtant malgré tout ça, ils sont là-bas et ils sont prêts à être expulsés. Mais pourquoi on expulse ces sans-papiers, ces étrangers? On ne les arrête pas parce qu'ils ont commis des crimes, on les arrête pas parce qu'ils ont volé, on les arrête parce qu'ils ont juste voulu travailler dignement, honnêtement pour gagner leur vie. Et moi je trouve que c'est insensé, puisqu'il n'y a pas longtemps j'ai quand même l'occasion de rencontrer un politique. Je lui ai posé la question, mais pourquoi vous faites ça? Il dit, mais nous on applique la loi. Mais j'ai dit, mais comment peut-on respecter et faire respecter une loi qui ne respecte pas les hommes? Mais il dit, non, mais c'est comme ça, c'est la loi. Donc et puis on est fiers de l'appliquer. Mais moi je trouve que c'est honteux et indigne, surtout de la part d'une France qui, quand on regarde les anciens bâtiments de la France, quand on regarde les frontons de ces bâtiments, on voit quoi? C'est écrit liberté, légalité, fraternité, etc. Ça veut dire qu'à l'époque, la France était prête quand même à accueillir les étrangers parce que quand même c'est une richesse culturelle et c'est la première manifestation de l'humanité. Mais aujourd'hui, quand même, c'est dommage qu'on fasse de cette immigration une ressource politique. Franchement, c'est honteux. Et moi, j'aimerais aussi ajouter une chose. On dit aux Français que les immigrés, ils sont là pour prendre le travail des Français ou des Européens. Moi, je dirais que ce n'est pas ça. Puisque même actuellement, malgré la crise et tout, quand on laisse les travailleurs sans papier travailler sans les arrêter, je pense qu'ils ne seront pas chômés. Pourquoi? Parce qu'ils font des travaux, et ils sont dans le secteur pénible déjà, vraiment très très pénible, avec des conditions vraiment inacceptables. Mais malgré tout ça, ils travaillent dans ce secteur-là et ils assurent avec courage et bravo. Donc moi je trouve qu'ils ne sont pas là pour prendre le travail des uns et des autres. Ils sont juste là pour essayer de survivre. Et c'est tout ce que je voulais dire aux camarades. Merci. J'ai eu la chance, quand je suis allée à la rencontre des pompes à des murs, d'assister à une soirée avec un de ceux qui a monté l'AME au Mali. Et c'était une soirée organisée par Survie d'ailleurs. Et bon, je voudrais dire quelques petites choses et conclure un peu sur une question.
Bon, d'abord, il nous a expliqué que, d'abord, arrivent au Mali, non pas seulement des Maliens, mais des gens de tous les pays que la France renvoie là-bas, y compris des Asiatiques. On renvoie là-bas, j'allais dire tout et n'importe quoi, c'est vraiment... En plus, il nous disait que quand il a monté, donc ça, avec probablement d'autres peu à peu, c'est parce que à Bamako, il y avait une colline qu'on appelait la colline des suicidés. Parce que la plupart de ceux qui arrivaient ne pouvaient pas rentrer dans leur village avec la honte de ne pas avoir réussi à... Puisque d'autres y arrivent, pourquoi tu n'es pas arrivé? Donc après, bon, je serai plus brève, mais je pense que c'est important de savoir ce que ça représente d'être renvoyé comme ça. Et donc après, ils font un travail de débriefing pour bien connaître les conditions d'expulsion de tous et d'accompagnement pour retourner dans leur village. Et puis il nous a parlé de ce mouvement social qui commençait à se monter autour d'eux et que déjà, une première fois ou une deuxième fois, parce que ça s'est passé plusieurs fois, ils avaient empêché la signature de ces accords. Mais malheureusement, enfin, je ne sais pas si c'est... Il ne faut pas être trop négatif quand même, il a conclu sur le fait que la France, voyant ça, met en place maintenant dans les autres pays des structures d'accueil pour ceux qui reviennent pour empêcher que se reproduise la même chose que ce qui s'est organisé au Mali. Juste une anecdote par rapport au slogan « Les immigrés prennent nos emplois ». Sur Mayotte, j'ai parlé tout à l'heure de la crise terrible fin 2005 impulsée par le slogan sur le droit du sang. Et bien, au moment où les Comoriens ne pouvaient plus se montrer à Mayotte, comme c'était eux avant qui travaillaient dans les champs, etc., il n'y avait plus de récolte, tout moisissait sur les arbres, il n'y avait plus rien à manger sur les marchés de Mayotte. C'est quelque chose qui donne à réfléchir. Merci beaucoup. On peut continuer en informel autour de la table de presse pour les échanges. Merci. Juste, pas polémiquer sur les chiffres, mais il y a eu une étude très sérieuse, je crois qu'il s'appelle Patrick Weil, l'universitaire spécialiste de l'immigration et des chiffres, sur les 29 937 jours, je crois, c'est le chiffre, qui a été officiellement publié. Il y a, on peut retrancher de fausses statistiques par l'Europe de l'Est, enfin bulgare et roumain, au moins 10 000. Donc il reste 19 000, mais les Comoriens et les Guyanais, malheureusement, ne sont pas officiellement comptés dedans. Donc ça ne truque pas les chiffres de Sarkozy. Deuxièmement, je voulais dire à propos des fameuses conventions, j'ai la liste là, des pays qui ont passé ces conventions. Le premier à l'avoir passé, c'est le Gabon. Vous vous souvenez que Nicolas Sarkozy, dès qu'il a été élu, s'est précipité pour aller voir celui qu'autrefois on a appelé le vieux sage de l'Afrique, c'était Houphouët-Boigny. Cette fois, c'est président du Gabon, le 5 juillet 2007. Ensuite, dans l'ordre, ça a été le Congo, Brazzaville, le Bénin. Le seul grand pays où il y a une immigration importante, c'est le Sénégal, qui a signé en février 2008. Puis la Tunisie, bon, c'est moindre, l'île Maurice, le Cap-Vert et le Burkina. C'est important de voir que ce sont des opérations de gré à gré entre ministres ou chefs d'État. Et que deuxièmement, à part pour le Gabon, ces accords ne sont pas encore applicables puisqu'ils n'ont pas été ratifiés, ni d'un côté ni de l'autre. Le seul pays où ils ont été ratifiés, c'est le Gabon. Et enfin, j'ai une question sur Comores. Comment se fait-il que l'ONU a arrêté de délibérer pendant 20 ans, entre 1975 ou 1976, la date de l'indépendance entre guillemets, il y a eu chaque année cette délibération, je crois, de la commission décolonisation de l'ONU. Et puis, on a, si j'ai bien compris, et d'ailleurs elle le dit dans son film, Agnès Pouilleux, pour le moment la question n'est plus à l'ordre du jour. Voilà, savoir ce qui se passe. Est-ce qu'il y a tout un arsenal de mesures qui sont mises en place à l'heure actuelle pour empêcher véritablement, même pour ceux qui arrivent à passer après ce terrible filtrage, eh bien pour qu'ils ne puissent pas déposer véritablement de demande? Parce que ce que j'ai pu voir pour l'Italie, même pour la France, je ne sais pas exactement ce qui se passe en Espagne,
mais c'est que quelqu'un qui arrive sans papier, eh bien, se retrouve avec une interdiction du territoire italien, on le laisse en liberté 5 jours pour quitter l'Italie. Et à partir de là, il devient totalement clandestin et c'est des fois un parcours à travers l'Europe qui commence. Moi, j'ai eu aussi connaissance d'un cas arrivé d'Espagne, arrêté à Cerbère et mis en rétention à Montpellier, où il y a eu le même processus en France, présenté au consul alors qu'il n'avait pas du tout caché son identité, mais n'avait pas de papier. Le consul a refusé de le reconnaître par 2 fois. Eh bien, le procureur a pris une interdiction du territoire français, si bien que c'est quelqu'un qui se trouve sur notre territoire, mais ne peut absolument pas se présenter dans une préfecture. Voilà, j'aimerais savoir si vous avez d'autres connaissances, d'autres mesures, si bien que quand on accueille des gens qui ont une OQTF validée, qui sont dans ces situations, se présenter à la préfecture, c'est pratiquement les livrer. Ou alors il faut un sérieux accompagnement. Et je pense qu'on en arrive à avoir un lieu public, la préfecture, auquel on ne peut plus avoir tellement accès, sans risquer de voir arrêter des gens sous ses propres yeux. Donc j'aimerais savoir si vous avez un petit peu plus d'informations là-dessus. Dire aussi que j'ai eu le premier cas de quelqu'un dont je sais qu'il a été arrêté en mer et mis en prison en Algérie, alors qu'à force d'attendre le visa de regroupement familial pour rejoindre sa femme en France, comme il en avait assez, il avait pris un petit canot, enfin, Zodiac, maintenant c'est comme ça qu'on appelle, avec quelques moteurs, pour pouvoir arriver jusqu'ici et la retrouver. Voilà ce que je voulais dire et savoir si vous avez un peu plus d'informations là-dessus.